La vérité n'est pas une destination à laquelle l'esprit humain aspire. C'est un accident gênant sur le chemin vers quelque chose de beaucoup plus primitif, la tranquillité. Observez comment votre cerveau fonctionne réellement. Non pas comme on vous a appris qu'il fonctionne, mais comme il opère lorsque personne ne regarde. Ce n'est pas un organe conçu pour l'illumination. C'est une machine de survie dont le seul commandement est de vous garder en vie et, surtout, de vous garder calme. La vérité, lorsqu'elle apparaît, n'est qu'un effet secondaire toléré, jamais l'objectif principal. Votre esprit construit des narrations, pas des cartes précises de la réalité. Et ces narrations ont un seul but, vous permettre de dormir la nuit sans que le poids de l'existence n'écrase votre poitrine. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une neurobiologie déguisée en destin. Chaque jour, ton cerveau exécute des millions d'opérations destinées à filtrer, déformer et réorganiser l'information que tu reçois, non pas pour te rapprocher de la vérité, mais pour t'éloigner de la panique. Lorsque tu fais face à des données qui contredisent ta vision du monde, ta cortex préfrontal ne s'illumine pas de curiosité. Elle s'allume d'alarme. Le système limbique, cette région primitive que nous partageons avec les reptiles, détecte la menace avant même que ta conscience ne registre le conflit. Et alors commence le processus de neutralisation. Tu ne penses pas, tu es protégé de penser. La psychologie l'appelle dissonance cognitive, mais ce terme clinique masque la brutalité du mécanisme. Imagine que chaque croyance que tu soutiens est une pièce d'architecture dans le bâtiment de ton identité. Chaque fois qu'une vérité inconfortable frappe ce bâtiment, tu ne l'examines pas pour déterminer si elle est valable. Tu l'évalues en fonction des dommages structurels qu'elle pourrait causer. Si accepter cette vérité nécessite de démolir des sections entières de ce que tu crois être, ton esprit la rejette instinctivement. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est coûteuse. Le prix de la vérité se mesure en inconfort, en la nécessité de reconstruire, en l'admission implicite que tu avais tort. Et ton cerveau, cet organe pragmatique et lâche, préfère vivre dans un mensonge stable que dans une vérité qui demande du travail. Considérez le phénomène du biais de confirmation. Ce n'est pas simplement une tendance à rechercher des informations qui soutiennent vos croyances. C'est une architecture complète d'autotromperie. Votre esprit n'attend pas passivement que les données arrivent, puis les évalue de manière équitable. Il part activement à la chasse de preuves qui confirment ce que vous avez déjà décidé de croire. C'est un détective corrompu qui plante des preuves dans sa propre enquête. Lorsque vous trouvez des informations qui soutiennent votre vision du monde, votre cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Biologiquement, confirmer vos préjugés se ressent exactement comme manger du chocolat ou avoir des relations sexuelles. Votre esprit vous récompense chimiquement en ignorant la vérité. Le système est conçu pour que le confort soit addictif. L'histoire de l'humanité n'est pas une marche progressive vers la vérité. C'est un catalogue de résistance contre elle. Galilée n'a pas été persécuté parce que ses observations étaient incorrectes. Il a été persécuté parce qu'elles étaient dérangeantes. La Terre tournant autour du Soleil n'était pas simplement une donnée astronomique. C'était une démolition de la place de l'homme dans le cosmos. C'était inconfortable. Semmelweis, le médecin qui a découvert que les médecins devaient se laver les mains pour prévenir les infections, n'a pas été célébré. Il a été ridiculisé et finalement interné dans un asile. Pas parce que ces données étaient défectueuses, mais parce qu'elles impliquaient que les médecins, avec leurs mains non lavées, avaient tué des patients. Cette vérité était trop coûteuse à accepter. Il était plus confortable de détruire le messager que d'examiner le message. Ce schéma se répète avec une cohérence presque mathématique. Chaque fois qu'une vérité menace le confort d'une structure de pouvoir, d'une croyance enracinée, d'une narration commode, l'instinct collectif n'est pas d'enquêter. C'est d'écraser. L'inquisition brûlante des hérétiques ne protégeait pas Dieu. Elle protégeait le confort psychologique d'un système qui ne pouvait se permettre des doutes. Les scientifiques du 19e siècle rejetant la théorie de l'évolution ne défendaient pas la biologie. Ils défendaient la narration rassurante selon laquelle l'homme a été spécialement créé, et non qu'il a évolué à partir de la boue.
La vérité n'a pas perdu ses batailles parce qu'elle était faible. Elle a perdu parce qu'elle était inconfortable. Et cela nous mène à un territoire encore plus sombre. Au niveau individuel, ce mécanisme opère avec la même brutalité qu'au niveau historique, mais avec une caractéristique supplémentaire. L'auto-illusion est invisible pour celui qui la pratique. Tu n'expérimentes pas ton biais de confirmation comme un biais. Tu l'expérimentes comme une clarté. Lorsque tu ignores des preuves qui contredisent tes croyances, tu ne ressens pas que tu es intellectuellement malhonnête. Tu as l'impression d'être raisonnable, d'appliquer le scepticisme approprié. L'esprit est un prestidigitateur exceptionnel. Il te montre le truc pendant qu'il l'exécute. Et pourtant, tu ne peux pas voir comment il fonctionne. Pense à la dernière fois que tu as changé d'avis sur quelque chose de significatif. Pas sur des préférences triviales, comme la pizza versus les tacos, mais sur quelque chose de fondamental. Sur la politique, la religion ou un aspect central de ton identité. Si tu es honnête, tu reconnaîtras que ce n'était pas un processus agréable. Ce n'était pas une révélation lumineuse où la vérité te libérait. C'était déchirant. C'était comme perdre un membre. Parce que ce que tu faisais réellement, c'était amputer une partie de ton identité précédente. Et ton esprit a résisté à chaque étape, non pas parce qu'il était stupide, mais parce qu'il fonctionnait exactement comme il était conçu. Protéger ta stabilité psychologique à tout prix. Le psychologue Solomon Asch a réalisé dans les années 50 des expériences qui ont dévoilé cette dynamique avec une simplicité effrayante. Il plaçait un sujet dans une pièce avec plusieurs acteurs qui faisaient semblant d'être des participants. Il leur montrait des lignes de longueur différentes et leur demandait d'identifier celles qui étaient identiques. La réponse était évidente. Une ligne était clairement plus longue que l'autre. Mais les acteurs, suivant des instructions, donnaient la mauvaise réponse. Et alors, quelque chose de fascinant et de terrible se produisait. Le véritable sujet, confronté à un consensus unanime mais faux, commençait à douter de ses propres yeux. Dans un pourcentage significatif de cas, le sujet finissait par s'accorder avec le groupe, affirmant que deux lignes de longueur manifestement différentes étaient identiques. Ils ne mentaient pas consciemment. Leur perception s'était ajustée. Le confort d'appartenir au groupe surpassait la vérité de leur propre sens. Ce n'est pas un défaut mineur dans le logiciel humain, c'est une caractéristique centrale. L'appartenance au groupe, historiquement, signifiait la survie. Un humain isolé dans la savane africaine était un humain mort. L'esprit a évolué pour valoriser le consensus social au-dessus de la précision perceptuelle parce que, pendant la majeure partie de notre histoire évolutive, se tromper avec le groupe était plus sûr que d'être correct seul. Ton cerveau fonctionne encore selon cette logique ancestrale. Lorsque tu fais face à un choix entre la vérité et l'appartenance l'emporte presque toujours. Pas parce que tu es faible, parce que tu es optimisé pour la survie tribale, pas pour la précision philosophique. Et cela s'intensifie lorsque nous passons du laboratoire aux dynamiques de pouvoir institutionnel. Philippe Zimbardo a conçu l'expérience de la prison de Stanford en 1961 avec une question simple. Que se passe-t-il lorsque vous accordez un pouvoir arbitraire à des personnes ordinaires? Il a divisé des étudiants universitaires en gardes et prisonniers dans une prison simulée dans le sous-sol de l'université. Les gardes ont reçu des uniformes, des matraques et de l'autorité. Les prisonniers ont reçu des numéros et des humiliations. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle a dû être annulée après 6 jours. Les gardes, de jeunes gens normaux, sans antécédents de violence, ont commencé à concevoir des punitions psychologiques élaborées. Ils privaient les prisonniers de sommeil, les forçaient à effectuer des tâches dégradantes, les soumettaient à des humiliations rituelles. Non pas parce qu'ils étaient intrinsèquement sadiques, mais parce que le système leur avait donné la permission. La structure de pouvoir avait redéfini quels comportements étaient acceptables et leurs esprits s'ajustèrent instantanément à cette nouvelle réalité. Ce qui est perturbant dans l'expérience de Stanford, ce n'est pas que certaines personnes soient malveillantes. C'est que le contexte peut transformer n'importe qui. Les gardes ne prenaient pas plaisir à la cruauté malgré le système. Ils prenaient plaisir à la cruauté parce que le système l'avait normalisée. Et voici la connexion directe avec notre thèse. Ces gardes n'expérimentaient pas de conflit moral. Leur esprit ne leur criait pas qu'ils commettaient des abus.
Il leur soufflait qu'ils maintenaient l'ordre. La narration interne s'était ajustée pour préserver leur confort psychologique. Torturer quelqu'un serait insupportable si vous deviez affronter la vérité de ce que vous faites. Mais si nous redéfinissons la torture comme discipline, comme maintien de l'ordre, comme exécution de votre rôle, alors l'esprit peut l'exécuter sans friction interne. Le confort ne se réalise pas en évitant des actions terribles. Il se réalise en les redéfinissant jusqu'à ce qu'elles ne semblent plus terribles. Cette capacité de l'esprit à rationaliser l'irrationnel, à normaliser l'anormal, devient encore plus sombre lorsque nous examinons l'expérience de Milgram. Stanley Milgram cherchait à comprendre comment des citoyens allemands ordinaires avaient participé à l'Holocauste. Son expérience était d'une simplicité brutale. Un participant était instruit par une figure d'autorité, un homme en blouse blanche, à administrer des décharges électriques à une autre personne chaque fois qu'elle commettait une erreur lors d'une tâche de mémoire. Les décharges commençaient à 15 volts et montaient jusqu'à 450 volts, un niveau marqué comme dangereusement létal. La personne recevant les décharges était un acteur simulant une douleur croissante, criant, suppliant qu'on arrête l'expérience, finissant par rester silencieuse. La question était, combien de participants iraient jusqu'au bout? Les psychologues prévoyaient que moins d'1% le ferait. Ils se sont horriblement trompés. Acronyme. 65% des participants ont administré la dose maximale. Pas parce qu'ils étaient des monstres. Parce qu'une autorité leur avait dit de continuer. Ce que Milgram a découvert, ce n'était pas que les humains soient intrinsèquement cruels. Il a découvert que l'esprit humain est conçu pour transférer la responsabilité. Lorsqu'une autorité légitime assume le coût moral d'une action, l'esprit de l'exécutant se libère du conflit. Les participants qui administraient des décharges mortelles montraient des signes de stress extrême. Ils transpiraient, tremblaient, certains pleuraient. Mais ils continuaient. Pas parce qu'ils prenaient plaisir à la souffrance. Ils continuaient parce que la structure d'autorité avait absorbé la responsabilité. Dans leur esprit, ils ne torturaient personne. Ils suivaient des instructions. Et suivre des instructions est confortable. Remettre en question l'autorité est inconfortable. La vérité de ce qu'ils faisaient était insupportable. Alors l'esprit a construit une narration alternative où ils n'étaient que de simples participants obéissant à une expérience scientifique importante. Le confort de cette narration surpassait la réalité décrite. Ces expériences ne sont pas des curiosités historiques, ce sont des miroirs. Chaque jour, sous des formes moins dramatiques mais structurellement identiques, votre esprit exécute les mêmes opérations. Vous travaillez pour une entreprise que vous savez polluante, mais vous avez besoin du salaire. Votre esprit construit une narration. Tout le monde le fait. Le changement doit venir d'en haut. Votre participation individuelle est insignifiante. La vérité est que vous êtes complice. Le confort est que vous pouvez dormir sans vous sentir comme tel. Vous votez pour des politiciens dont vous savez que leurs politiques nuiront à d'autres, mais qui protégeront vos intérêts. Votre esprit construit une narration. C'est compliqué. L'économie est une priorité. L'autre camp est pire. La vérité est plus simple et plus brutale. Le confort de cette complexité fabriquée vous protège d'elle. Schopenhauer a compris cela avec une clarté qui fait encore mal. Il a écrit que l'intellect humain n'est pas un instrument de vérité, mais un instrument de volonté. L'esprit n'existe pas pour découvrir la réalité. Il existe pour servir la volonté de vivre. Et cette volonté n'a aucun intérêt pour la vérité, sauf si elle est utile. L'intellect est un serviteur, non un maître. Il rationalise les décisions que la volonté a déjà prises. C'est pourquoi vous pouvez connaître les données sur le changement climatique et pourtant conduire un véhicule qui consomme excessivement de l'essence. C'est pourquoi vous pouvez savoir que l'industrie de la viande cause une souffrance massive et pourtant savourer un hamburger. Ce n'est pas de l'hypocrisie dans le sens traditionnel. C'est que votre intellect fait exactement son travail, vous fournir les rationalisations nécessaires pour que votre volonté continue sans friction. La volonté de Schopenhauer est aveugle et insatiable. Elle pousse en avant sans but, sans objectif, se perpétuant simplement. Et l'intellect la sert en construisant les illusions nécessaires pour que cette perpétuation soit tolérable.
L'illusion que vous avez le contrôle. L'illusion que vos actions ont un sens. L'illusion que le monde est juste. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des sédatifs. Ce sont les mensonges nécessaires qui permettent à un animal conscient de sa propre mortalité de se lever chaque matin sans s'effondrer sous le poids de la futilité. Votre esprit ne vous cache pas la vérité parce qu'elle serait malveillante. Il vous la cache parce que vous êtes trop fragile pour la supporter en permanence. Et c'est là que la philosophie cynique devient utile. Non pas comme un nihilisme adolescent, mais comme un bistouri. Les anciens cyniques ne rejetaient pas la vérité. Ils rejetaient le confort. Diogène vivant dans un tonneau, se masturbant en public, se moquant d'Alexandre le Grand, n'était pas provocateur par amusement. Il démontrait que toutes les conventions sociales sont des constructions conçues pour nous rendre confortables, non pour nous rapprocher de la vérité. La civilisation n'est pas une victoire de la raison. C'est un système élaboré de distraction qui nous permet d'ignorer notre nature animale. Tu travailles 40 heures par semaine, non pas parce que cela a un sens intrinsèque, mais parce que le système a besoin de ton énergie. Tu achètes des objets dont tu n'as pas besoin avec de l'argent que tu n'as pas pour impressionner des personnes que tu n'apprécies pas, car la consommation est la distraction que le système offre en échange de ta soumission. Et ton esprit collabore à cette tromperie parce que l'alternative, confronter l'absurdité fondamentale de l'existence moderne, est trop inconfortable. La sociedad contemporánea ha perfeccionado este arte de adormecer. Tienes entretenimiento infinito en tu bolsillo, una máquina de dopamina diseñada con precisión militar para capturar y monetizar tu atención. Cada aplicación en tu teléfono fue creada por equipos de ingenieros de comportamiento, cuyo único trabajo es hacer que sea ligeramente más difícil dejar de usarla que continuar. No estás eligiendo libremente pasar horas deslizando contenido. Estás siendo orquestado por algoritmos que entienden tus vulnerabilidades psicológicas mejor que tú mismo. Y funciona, porque tu mente prefiere la estimulación constante al silencio donde la verdad podría emerger. El aburrimiento se ha convertido en el estado más temido. No porque sea doloroso, sino porque en el aburrimiento, sin distracciones, podrías comenzar a hacer preguntas incómodas sobre cómo estás viviendo. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes de connexion. Ce sont des laboratoires de validation où votre esprit recherche constamment le confort de la reconnaissance extérieure. Vous publiez une image soigneusement sélectionnée de votre vie, non pas pour documenter la réalité, mais pour construire une narration plus tolérable que la vérité. Vous attendez les likes, les commentaires, ces petites injections de validation qui confirment que la personne que vous faites semblant d'être est acceptable. Et quand ils arrivent, votre cerveau libère de la dopamine. Le système de récompense s'active exactement comme si vous aviez accompli quelque chose de véritablement significatif. Votre esprit ne distingue pas la validation réelle de la validation numérique. Il enregistre simplement confort atteint, anxiété réduite, poursuite du comportement. Vous êtes entraîné, comme un rat dans une expérience de conditionnement, à confondre l'apparence de connexion avec la véritable connexion, l'apparence de réussite avec la réussite réelle. Et lorsque la réalité filtre inévitablement à travers ses défenses, lorsque quelque chose de véritablement perturbant se produit, observe comment ta société réagit. Pas avec une enquête honnête, avec un tribalisme. Les gens se divisent instantanément en camps, non pas sur la base de preuves, mais d'identité de groupe. Si un événement politique controversé se produit, tu ne te demandes pas ce qui s'est réellement passé. Tu te demandes ce que ta tribu dit qu'il s'est passé. Et tu adoptes cette narration comme vérité. Pas parce qu'elle est précise, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle te permet de rester dans le groupe où tu es protégé, validé, où ton identité est en sécurité. La vérité devient sans importance. La seule chose qui compte est la narration qui protège ton appartenance tribale. Les médias comprennent cela parfaitement. Ils ne vendent pas de l'information. Ils vendent une confirmation. Chaque source d'information est conçue pour satisfaire le biais de confirmation de leur audience spécifique. Ils vous disent exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir justifié, pour sentir que votre vision du monde
est validé. Il ne vous défie pas. Il vous réconforte. Et vous revenez jour après jour, non pas parce que vous apprenez, mais parce qu'ils nourrissent votre besoin de confort cognitif. La vérité exigerait que vous consommiez des informations provenant de sources qui remettent en question vos croyances, qui vous mettent mal à l'aise. Mais votre esprit ne veut pas cela. Il veut la validation chaleureuse d'entendre son écho répété avec autorité. Même l'éducation, qui est censée exister pour cultiver la pensée critique, est infectée par ce mécanisme. Les étudiants ne cherchent pas la connaissance. Ils cherchent des diplômes. L'université n'est pas un lieu où l'on remet en question le monde. C'est un endroit où l'on apprend quelles vérités sont socialement acceptables dans certains contextes pour progresser économiquement. Un étudiant qui remettrait réellement en question les fondements, qui rejetterait les vérités pratiques de sa discipline, ne serait pas célébré comme un penseur critique. Il serait marginalisé, parce que les institutions, comme les esprits qui les composent, sont conçus pour la stabilité, pas pour la vérité. Un système éducatif véritablement dédié à la vérité produirait des révolutionnaires. Il produit des administrateurs. Cela nous amène à une conclusion encore plus troublante. Si ton esprit ne cherche pas la vérité mais le confort, alors la majorité de ce que tu considères comme connaissance n'est pas de la connaissance. C'est une narration stabilisée. Ce sont les histoires que tu te racontes pour que ton existence soit tolérable. Et cela s'applique à tout. Ton sens de l'identité personnelle, l'histoire que tu te racontes sur qui tu es, n'est pas un enregistrement précis de ton histoire. C'est une narration éditée où tu es le protagoniste compréhensible. Les moments où tu as été cruel, égoïste, lâche, ton esprit les recontextualise, les adoucit, les justifie ou les efface simplement. Tu ne mens pas consciemment. Ta mémoire est activement réécrite par le même mécanisme qui protège ton confort psychologique. Tu te souviens du passé non pas tel qu'il a été, mais tel dont tu as besoin qu'il ait été pour que ta narration actuelle fonctionne. Vos relations fonctionnent selon la même logique déformée. Tu n'aimes pas les gens tels qu'ils sont réellement. Tu aimes les versions d'eux que ton esprit a construites. Tu projettes sur eux les qualités dont tu as besoin qu'ils possèdent pour que ta narration sur la relation fonctionne. Et lorsque, inévitablement, ils échouent à réaliser ces projections, lorsque la réalité de qui ils sont vraiment perce ta fantaisie, tu n'ajustes pas ta perception pour accueillir la vérité. Tu ajustes la narration pour préserver le confort. Tu décides qu'ils ont changé, qu'ils t'ont trahi, qu'ils n'étaient pas ceux que tu pensais. La vérité la plus simple, que tu ne les as jamais vraiment connus parce que tu étais trop occupé à les connaître à travers le filtre de tes besoins, cette vérité est trop inconfortable. Cela requérait que tu acceptes ta propre cécité volontaire. Et quand une relation se termine, observe comment votre esprit réécrit toute l'histoire. Si c'est vous qui mettez fin à la relation, votre esprit met en avant les défauts de l'autre personne, construit un récit où vous avez été patient, raisonnable, où vous n'aviez pas le choix. Si vous êtes quitté, votre esprit construit le récit opposé. Vous avez été parfait. Ils ont été irrationnels. Ils n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. Les deux récits sont faux. Les deux sont confortables. La vérité, c'est que les relations sont complexes, que les deux ont contribué à l'échec de manière spécifique et nuancée. Cette vérité n'apporte pas de réconfort. Elle offre de la responsabilité. Et votre esprit rejette la responsabilité quand il peut la rejeter, parce que l'accepter est inconfortable. Même tes ambitions, les objectifs que tu poursuis, ne sont pas vraiment les tiennes dans le sens que tu imagines. Elles sont le produit d'un conditionnement social filtré à travers ton besoin de validation. Tu veux de l'argent, non pas parce que l'argent a une valeur intrinsèque, mais parce que la société a établi l'argent comme un marqueur de succès. Et ton esprit a besoin de la commodité d'être considéré comme réussi selon des métriques externes. Tu veux une carrière impressionnante, non pas parce que le travail te passionne, mais parce que ton identité exige que tu sois vu comme compétent, précieux, important. Tu poursuis ces choses en croyant qu'elles sont tes désirs authentiques. Mais ce sont simplement les désirs que ton contexte social a décidé que tu devrais avoir, intériorisés si profondément qu'ils se sentent comme les tiens.
La vérité de ce que tu voudrais en l'absence de toute pression sociale est inaccessible, parce que tu n'as jamais existé en dehors de cette pression. Et voici le dernier rebondissement, le plus sombre. Même maintenant, alors que tu absorbes cette dissection des mécanismes d'autotromperie, ton esprit travaille pour la neutraliser. Tu lis ceci et tu penses que cela s'applique aux autres, pas à toi. Ou tu trouves des exceptions, des cas particuliers où tes croyances sont différentes. Ou tu intellectualises la critique, la transformant en un concept abstrait que tu peux admirer sans l'appliquer à ta propre vie. C'est précisément ce mécanisme en action. Ton esprit détecte la menace que cette information représente pour ton confort psychologique et met en œuvre des contre-mesures. Il construit les récits nécessaires pour que tu puisses reconnaître la vérité sans avoir à changer quoi que ce soit. Parce que changer nécessiterait quelque chose que ton esprit est conçu pour éviter. Un inconfort soutenu. Changer nécessiterait que tu examines chaque croyance, chaque relation, chaque décision, avec un scepticisme brutal. Cela impliquerait que tu acceptes que la personne que tu crois être est majoritairement une fiction. Cela impliquerait que tu vives avec une incertitude constante, car la certitude est toujours une construction confortable. Cela impliquerait que tu renonces à la validation tribale, car la vérité t'isolera souvent du consensus. Cela impliquerait que tu acceptes la responsabilité totale pour chaque action, sans les rationalisations protectrices que tu emploies habituellement. Personne ne vit ainsi de manière cohérente. Personne ne peut. L'inconfort de ce niveau d'honnêteté est biologiquement insoutenable. Alors, qu'est-ce qui reste? Si ton esprit est conçu pour le confort, si l'autotromperie est la condition humaine par défaut, si même reconnaître cela ne te libère pas de cela, que suis-je censé faire? La réponse cynique, la seule réponse honnête, est que tu ne peux pas échapper complètement. Tu ne peux pas reprogrammer des millions d'années d'évolution avec ta volonté. Mais tu peux développer une vigilance inconfortable. Tu peux apprendre à reconnaître quand ton esprit exécute ses programmes de protection. Tu ne pourras pas les arrêter, mais tu pourras les voir. Et dans cette vision, dans cette conscience momentanée de tes propres mécanismes d'autotromperie, il y a quelque chose qui se rapproche de la liberté. Pas la liberté d'être parfaitement rationnel. La liberté d'être honnête sur ton irrationalité. La vérité ne te rendra pas heureux. La vérité te libérera de certaines illusions. Et cette liberté te rendra probablement moins heureux, du moins au début. Parce que le bonheur, tel que la société le définit, est simplement un confort soutenu. C'est l'absence de friction entre tes désirs et la réalité. Mais cette absence de friction est obtenue en déformant ta perception de la réalité, non en changeant la réalité elle-même. Donc, poursuivre la vérité, c'est par définition poursuivre l'inconfort. C'est choisir la douleur de voir plutôt que le confort de l'aveuglement volontaire. Et enfin, inévitablement, cette dissection doit tourner votre bistouri vers vous. Pas vers l'humanité de manière abstraite, vers vous spécifiquement en lisant ces mots en ce moment. Quelle narration protégez-vous en ce moment même? Quelle vérité sur vous-même évitez-vous parce qu'elle nécessite trop de reconstruction? Dans quels aspects de votre vie choisissez-vous le confort plutôt que l'honnêteté? Quelles relations maintenez-vous non pas parce qu'elles sont authentiques, mais parce qu'elles sont familières? Quel travail faites-vous non pas parce qu'il importe, mais parce qu'il donne l'illusion de sécurité? Quelles croyances défendez-vous non pas parce que vous les avez examinées, mais parce que vous devriez faire un effort pour vous définir? Votre esprit génère déjà des réponses défensives à ces questions. Il construit déjà des rationalisations. Il cherche déjà des moyens de neutraliser cet inconfort. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous observer votre propre esprit en train d'exécuter ses programmes de protection en temps réel? C'est le seul acte véritablement radical disponible. Ne pas changer qui vous êtes. C'est probablement impossible en quelque sens fondamental. Mais voir qui vous êtes sans le filtre réconfortant des narrations que vous avez construites. Voir le mécanisme. Voir la machine de confort en marche, générant ces illusions, vous protégeant de la vérité. Et dans cette vision, sans jugement, sans essayer de réparer, simplement l'observer avec la même froideur clinique que vous utiliseriez pour une expérience scientifique,
Il y a quelque chose de réel. Pas de bonheur. Pas d'illumination. Juste une clarté momentanée, brutale et inconfortable. La question est de savoir si vous pouvez tolérer cette clarté. La question est de savoir si vous voulez vraiment la vérité, ou si, comme votre esprit le soupçonne, vous ne cherchez qu'une forme de confort plus sophistiquée. La réponse à cette question déterminera si ce texte a été une révélation ou simplement un autre divertissement. Tu ne sais que cela a été, mais fais attention. Ton esprit pourrait aussi te mentir à ce sujet.